Et si une voiture n'était pas faite pour plaire, mais pour briser les limites du possible? Pas pour séduire des actionnaires, pas pour briller dans un salon, pas pour être plus rapide, non. Juste de la pure mécanique, sans compromis, avec un objectif clair, construire la meilleure voiture du monde. Et d'ici la fin de la vidéo, vous comprendrez pourquoi chaque mot que je viens de prononcer a son importance. Parce que rien, absolument rien, n'a été laissé au hasard. Pas de turbo, pas d'assistance, juste un pilote au centre, un V12 hurlant et un châssis en carbone préparé à la perfection. Mais ce que personne ne sait, c'est que la McLaren F1 a failli ne jamais voir le jour. À un détail près, le projet aurait pu disparaître. Et le plus fou, c'est qu'elle n'a même pas été conçue pour battre des records, elle les a écrasés par accident. Une voiture capable de battre Ferrari, Porsche ou encore Lamborghini d'un seul coup, et pourtant suffisamment pratique pour partir en vacances avec 2 valises dans le coffre. C'est plus qu'une simple voiture, c'est ce qui arrive quand des ingénieurs de génie, animés par la même passion, ont carte blanche pour créer ce que beaucoup considèrent encore aujourd'hui comme la meilleure voiture de l'histoire. Voici la McLaren F1. Je te prends 2 secondes, mais pense à mettre un like, ça aide énormément la chaîne. Et si t'es encore plus fou, tu peux même booster la vidéo. Ça coûte rien, mais vu que c'est mon retour après plus de 6 mois de galère, ça ne peut que m'aider. D'ailleurs, pour les plus curieux d'entre vous, je vous explique en fin de vidéo ce qui s'est passé. Et abonne-toi aussi, je vous vois les noms abonnés. Bref, reprenons. Mais qu'est-ce qu'une voiture rapide? Non, une vraie voiture rapide. Une voiture qui rugit, s'exprime, construite principalement pour la vitesse. À la fin des années 80, les supercars européennes font rêver, mais sont loin d'être parfaites. Et tu vas voir que tous ces défauts vont provoquer une révolution venant d'un pays, ma foi, inattendu. Et le pire, c'est que tout le monde faisait la même erreur, que ce soit chez Ferrari avec la F40, une icône qui reste très relative au niveau de sa fiabilité. Chez Lamborghini, la Countach reste une machine de rêve, mais sa complexité de conduite, sa brutalité et son style archaïque laissent le champ libre à de nouveaux modèles. Même la Porsche 959, pourtant futuriste, avec sa transmission intégrale, n'arrivera pas à s'imposer sur cette période. Toutes ces voitures ont un point commun, je l'appelle le PPP. Puissance, passion, problème. Et oui, elles coûtent une fortune et nécessitent de gros moyens à entretenir. Mais au final, est-ce que ce ne serait pas ce que la clientèle recherche? Quand ils achètent ce type de caisse, ils le savent, ils veulent une voiture puissante et surtout faire partie du groupe très fermé des possesseurs de ces marques italiennes, reposant principalement sur l'image et le statut. Du moins jusqu'en 1990, car de l'autre côté du globe, une voiture s'apprête à humilier les européennes et bouleverser toutes les règles du jeu. La Honda NSX. Châssis en aluminium, fiabilité incroyable, précision chirurgicale et surtout peaufiné sur circuit par Ayrton Senna. Elle bouleverse les codes, offrant les frissons d'une supercar tout en étant facile à conduire, fiable et confortable. Et dans quelques instants, tu vas comprendre pourquoi cette voiture japonaise est à l'origine d'un changement radical chez McLaren. Mais avant de comprendre comment une supercar de cette stature a pu exister, il faut revenir un instant dans un milieu où tout semblait déjà gagné. Et tu vas voir, c'est précisément là que tout va basculer. McLaren, à la fin des années 80, ce n'est pas seulement une écurie de F1 qui fait de jolies monoplaces rouges et blanches, non. C'est la référence. Ils ont tout. Les pilotes, les ingénieurs, les idées et surtout une seule obsession, dominer. En 86, ils sont déjà au top. Alain Prost claque son 2e titre d'affilée et pas avec n'importe quoi, la MP4 2C motorisée par un V6 turbo Porsche. Et malgré ça, une menace grandit dans l'ombre parce que Williams, grâce à son partenariat avec Honda, commence à devenir encore plus terrifiant. D'ailleurs en 87, McLaren galère un peu plus. Prost est toujours là, toujours aussi bon, mais ça ne suffit plus. Le moteur TAC Porsche commence à s'incliner face au turbo Honda. Tout le monde le sait, Honda est en proie à devenir le motoriste à battre. Et c'est là que Ron Dennis, directeur et PDG de McLaren International, comprend un truc fondamental. Il faut changer. Il veut Honda et il va avoir Honda. Dennis va surtout faire venir un ingénieur un peu particulier. Un type brillant, un type obsédé du détail, Gordon Murray. Le génie technique derrière les Brabham les plus folles des années 80. Oui,
Tu vois très bien de qui je parle, le fou qui a osé mettre un ventilateur à l'arrière d'une F1 pour la plaquer au sol, qui sera bien sûr banni dès la première course, et pourtant c'est ce mec-là qui va devenir la clé du projet le plus ambitieux de McLaren. 88, c'est leur année. McLaren aligne Prost et Senna et c'est littéralement la saison parfaite. Sur 16 courses, c'est 15 victoires. La MPK4 est un missile. C'est simple, McLaren est au sommet. Et pourtant, ce n'est pas cette voiture qui marquera le plus l'histoire de McLaren. Mais voilà, quand tu as tout gagné en F1, que tu bosses avec les meilleurs ingénieurs, que tu as accès à la crème des motoristes et que tu viens de faire une voiture qui a mis une claque à tout le monde, eh bien tu te poses une question. Et si on allait plus loin ? Cette question, pourtant si simple, va déclencher la création de la voiture la plus folle de tous les temps. Le 4 septembre 88, au soir du GP d'Italie, dans un salon VIP de l'aéroport de Milan-Linate, 4 hommes s'apprêtent, sans le savoir, à changer l'histoire de l'automobile. Ron Dennis, le patron de McLaren Racing, Gordon Murray, l'ingénieur de génie, Mansour Ojeh, actionnaire et financier du développement du moteur TAC Porsche, et Creighton Brown, le directeur commercial, discutent automobile en attendant leur vol. McLaren est en train de dominer la saison en F1 et Dennis réfléchit à diversifier la marque. Gordon Murray lance alors son idée folle, et si on construisait la meilleure voiture de sport du monde? Pas pour la compétition, non, une GT routière ultime, sans contrainte de règlement, sans limite de budget ou de compromis marketing. Si tu préfères, l'objectif est de créer la voiture parfaite. Et tu vas voir que cette absence de limite va donner lieu à des choix complètement absurdes, du moins pour l'époque. Le projet est immédiatement accepté et McLaren décide de créer une division dédiée, McLaren Cars. Sauf que dire oui, c'est facile, le faire, c'est une toute autre histoire. Qui, d'assez fou, va pouvoir relever ce défi si insensé? Gordon Murray est naturellement nommé chef de projet et va s'associer avec le designer Peter Stevens, l'homme derrière la Lotus Esprit, pour dessiner ses lignes et son habitacle. D'ailleurs, Murray, si tu n'as pas encore bien cerné le personnage, c'est un petit génie. Il a une obsession pour le détail et va s'empresser de rédiger un manifeste technique listant les caractéristiques non négociables que devra respecter cette future hypercar. Des exigences tellement extrêmes qu'elles vont rendre le projet presque impossible. Et c'est là que la réalité te rattrape. Parce que sur le papier, tout est parfait, mais dans la vraie vie, un projet mécanique, ça ne se passe jamais comme prévu. Que ce soit une pièce qui casse, un plastique introuvable, il y a de fortes chances que tu aies besoin de pièces auto. Mais ne t'inquiète pas, tu peux trouver tes pièces détachées super facilement grâce à Ovoco, qu'on va tous ensemble remercier car c'est grâce à eux que cette vidéo peut exister. Ovoco, c'est une plateforme qui regroupe près de 5000 vendeurs professionnels en Europe avec des millions de pièces auto en stock. Autant te dire que peu importe le modèle de ta caisse, il y a de très fortes chances que la pièce que tu cherches soit disponible. Bon, la dernière fois c'était le rétro, aujourd'hui c'est le cache moteur. Ça se voit pas, mais je l'ai perdu. Et me demandez pas comment j'ai fait. Donc tu t'en doutes, mais c'est cette partie, et au lieu de m'amuser à appeler toutes les casses en espérant avoir la pièce, et qu'en plus de ça, le prix ne soit pas forcément attractif, eh bien je viens simplement sur Ovoco, je viens taper l'immatriculation de mon véhicule ou la marque et le modèle, ici, puis on vient taper le nom de la pièce, donc ici nous c'est le cache moteur, et on accède à tous les résultats. Donc nous c'est cette partie là qui nous intéresse, donc ici on voit 25 €, mais si on descend on peut la trouver à 55 ou à 17 ou à 15 même, on vient l'ajouter au panier et rien de plus simple. Et le gros avantage, c'est que les vendeurs sur Ovoco sont des professionnels. Donc la livraison est sous les 7 jours, et si le produit ne te convient pas de stress, tu as 14 jours pour le renvoyer et te faire rembourser. D'ailleurs, j'ai un petit code promo de 15% sur les frais de livraison, je te mets le lien en description. Merci à Ovoco de me faire confiance, et maintenant qu'on a les pièces, voyons jusqu'où Gordon est allé pour transformer son idée folle. Et crois-moi, parmi ces règles, il y en a une que personne n'a vu venir. La première est simple et complètement folle. La voiture devra peser moins de 1000 kg à vide, et dites-vous que toutes ses concurrentes de l'époque avoisinent 1003 et 1006. Cette chasse, au moindre kilo, on va la retrouver tout au long du développement. La deuxième contrainte, c'est la largeur. Elle ne doit pas dépasser 1,8 m afin d'assurer agilité et stabilité. Ah, et il faut que le centre de gravité soit idéalement placé entre les roues pour un équilibre parfait. Murray cherche quelque chose d'unique. Cette voiture n'est pas conçue pour la course. Elle est faite pour la route, doit pouvoir se conduire fort et vite, ou simplement pouvoir être utilisée pour aller acheter le pain. C'est ça la philosophie de la McLaren F1. Extrême, mais utilisable. Qui dit caisse parfaite, dit pureté de pilotage. Donc aucune assistance électronique, pas d'ABS, pas d'anti-patinage, pas de direction assistée. Il faut que le pilote ressente la voiture, qu'il soit connecté à elle. Et crois-moi, on en reparlera plus tard, mais c'est ce qui va rendre la F1 uniquement utilisable par les personnes qui savent piloter.
Murray veut créer une vraie caisse de passionnés, une machine pour les puristes, et il se pourrait bien qu'il ait réussi. Pour être sûr de rester fidèle à cette philosophie, Murray va faire un choix complètement dingue. Une autre caractéristique qui à première vue peut sembler osée et originale, la McLaren F1 sera une 3 places, avec le conducteur au centre. Inspirée des voitures de course, cette position centrale offre une visibilité et un équilibre parfait pour piloter. Cette position corrige même un défaut des autres sportives à moteur central ou arrière, les pédales sont généralement décalées sur la droite pour laisser passer le tunnel de transmission. Cette fois-ci, pas de souci, le pilote aura une position de conduite idéale. Et ce n'est pas tout. Murray insiste sur un dernier point et il va te sembler fou. La McLaren F1 n'a aucun objectif de vitesse ni d'accélération. Contrairement à Ferrari, Lamborghini ou Porsche, McLaren ne cherche pas à faire la voiture la plus rapide du monde, elle s'en fout. Elle vise autre chose, l'expérience de conduite, la qualité, l'équilibre parfait, le truc qui rend une voiture intemporelle. Et ce qui est fascinant, c'est que cette philosophie, à contre-courant des années 90, va paradoxalement donner naissance à la voiture la plus rapide de son époque. Mais ça, on y arrive. Ok, on va tester un truc ensemble. Ferme les yeux. Oui, vraiment, fais-moi confiance 2 secondes. Imagine une Formule 1. C'est bon ? Concentre-toi à présent sur le châssis, cette colonne vertébrale ultra légère qui encaisse 1000 chevaux et plus de 300 km/h. Tu vois quoi ? De la fibre de carbone. Maintenant, regarde le marché du début des années 90 et cite-moi une voiture de production employant ces technologies. Allez, je t'aide un peu. La Jaguar XJR15. Sauf qu'en 88, au moment où l'idée de la F1 apparaît, aucune caisse n'en est encore équipée. Et là, tu commences à comprendre l'ampleur du délire. Parce que Murray, toujours avec son objectif de passer sous la barre des 1000 kg à vide, est prêt à tout donner. Au point où la moindre vis est étudiée. D'ailleurs, ce n'est pas de l'acier comme d'habitude, mais du titane qui sera choisi pour la visserie, parce que plus résistant et plus léger. Et la première vraie étape pour passer cette contrainte, c'est l'adoption d'un châssis monocoque en fibre de carbone de seulement 100 kg. Mais le carbone, c'est juste le niveau 1. Passons à l'étape 2. Les matériaux utilisés dans l'aérospatiale, oui, rien que ça. Pour décoller, une fusée va produire une certaine quantité de chaleur au niveau des réacteurs parce que le but, c'est de propulser un objet de 800 tonnes jusque dans l'espace. L'acier, lui, perd rapidement sa résistance mécanique avant de fondre. C'est pour ça que l'alliage Inconel est utilisé partout. Et qu'est-ce qui chauffe relativement fort dans une voiture ? L'échappement. Alors oui, on retrouve les 4 catalyseurs de notre McLaren en Inconel. Et ce n'est même pas l'anecdote la plus folle de cette caisse. Attends de voir ce qui vient avec le moteur. Mais avant ça, laisse-moi te présenter ce petit bijou. Pas de boîte robotisée, pas de palette au volant. Non, une manuelle à 6 rapports conçue en collaboration avec Westman Transmissions. Les ingénieurs l'ont voulu ultra rapide et sans compromis sur le feeling. Donc passage court, net et précis. L'objectif, faire jouir le pilote à chaque passage de rapport. Bon, il nous manque une grosse partie pour faire avancer cette supercar, le moteur, qui doit lui aussi respecter une checklist bien précise. Mais avant d'y arriver, finissons-en avec l'aéro, parce que cette voiture n'a pas d'aileron. Et ce n'est pas parce que ça ne fait pas beau, pas du tout, c'est une des autres règles et défis fixés par Gordon. C'est plus de 1000 heures en soufflerie réalisées par Peter Stevens pour atteindre la perfection. Tout est dans la finesse des lignes. Le fond plat est utilisé en effet de sol. On frôle la perfection aérodynamique. Au final, c'est 1138 kg. Donc 627 chevaux pour un poids plume, soit un ratio de 550 chevaux par tonne. Alors non, Murray ne voulait pas battre des records, il voulait juste la voiture parfaite. Sauf qu'à force de vouloir l'absolu, on peut parfois, juste parfois, inventer un accident historique. Et la vraie question maintenant, ce n'est pas est-ce qu'on a réussi ? Non, c'est plutôt comment on fabrique un moteur à la hauteur d'un châssis pareil. C'est le point de non-retour. Parce que sans moteur, la McLaren F1 n'existe tout simplement pas. Et Murray le sait très bien, donc il pose une nouvelle fois des règles. Le moteur doit développer 100 chevaux par litre et demi de cylindrée, objectif 550 chevaux. Architecture imposée V10 ou V12, capable de dépasser 7500 tours par minute. Et surtout, aspiration naturelle. Pas de turbo, pas de compresseur, rien qui vienne filtrer ou dénaturer l'expérience de conduite. Et comme si ce n'était pas déjà assez compliqué, 250 kg maximum. Voilà donc notre cahier des charges. Maintenant, il faut trouver qui est assez fou pour le respecter. Le premier choix qui s'offre tout naturellement n'est autre que Honda, motoriste de l'écurie et surtout créateur du VTEC installé dans la NSX, la voiture fétiche de Gordon. Sauf que, refus. Honda ne veut pas créer un moteur qui vienne concurrencer sa propre supercar. Ce qui peut être compréhensible. Alors Murray se tourne chez Ferrari. Symbole de passion, le V12 dans l'ADN,
Là encore, refus catégorique. Et même si Murray ne l'a jamais vraiment admis, la réputation en matière de fiabilité ne l'a sans doute pas aidé à insister. Donc deuxième mur, et à ce stade, le projet commence sérieusement à se compliquer. Mais quand tout semble ne pas aller dans la bonne direction, Murray sort une carte inattendue. Isuzu, oui, le constructeur de 4x4 et d'utilitaires. Mais en fait, pas tout à fait. Isuzu, ils avaient déjà travaillé sur un V12, le P799WE, un moteur développé comme une vitrine technologique peu engagée en compétition, mais qui, sur le papier, cochait beaucoup de cases du manifeste. Pour la première fois, il y a un vrai espoir. Sauf que cette fois, le blocage vient de l'intérieur. Ron Dennis refuse. Voilà, c'est trop risqué, l'entreprise n'a pas encore assez fait ses preuves. Et quand tu conçois une voiture qui est censée révolutionner l'automobile, tu n'as pas le droit à l'erreur. Alors le doute commence à s'installer, qui va bien pouvoir relever ce défi? Gordon décide de contacter Paul Roche, avec qui il avait eu l'occasion de travailler par le passé, et si tu préfères, Roche c'est le sorcier des moteurs chez BMW Motorsport. Il a à son actif 4 cylindres turbo explosifs de la Brabham championne de F1 en 83, le fameux 6 cylindres en ligne de la M1 et le 4 cylindres de la M3E30. Alors quand Murray lui expose le projet, Roche ne recule pas. Au contraire, il est stimulé. Il va même surpasser les attentes parce qu'au lieu d'un V10, c'est un V12 de 6 litres 1 qu'il propose, développant 627 chevaux. Le S70-2 est un chef-d'œuvre, dépassant même l'objectif des 100 chevaux par litre. Pour loger ce joyau mécanique et gérer sa chaleur dégagée, McLaren a déployé les grands moyens. Tapisser le compartiment moteur en feuille d'or en 24 carats pour isoler la chaleur du V12. Ils étaient même équipés du Vanos, la version BMW du VTEC, afin d'être dociles par régime et de hurler dans les tours. Au final, c'est 266 kg, donc 16 kg en trop. Un détail pour nous, mais un cauchemar pour Gordon. Bon, le châssis est prêt, l'aéro est maîtrisé, la boîte est une œuvre d'art, et maintenant le moteur est là. Cette fois, c'est sûr, la dernière pièce du puzzle vient d'être posée. Et ce qui va suivre, personne ne l'a vu venir. Lamborghini, Ferrari and Porsche. They all make prestige sports cars that cost a fortune. And now they have a rival. It's flash, very fast and also very expensive. Quoi de mieux que le GP de Monaco pour révéler la supercar de l'écurie jouant en tête du championnat? À sa sortie, c'est une claque. Aucune autre supercar ne lui arrive à la cheville. Les performances sont folles, oui, mais le plus incroyable, ce n'est même pas là. Parce que, pour une première mondiale, cette voiture est confortable, docile, presque normale. Allez, prends place. Je te laisse t'installer au centre. Voilà, règle ton siège, attache-toi et je t'invite à démarrer la voiture. Bon, aujourd'hui, on ne va pas aller acheter le pain. Direction les routes à grande vitesse. Passe les vitesses avec la boîte 6. Rapport court, net, précis, pas de palette, seulement toi connecté à la machine. Maintenant, il est temps pour toi d'accélérer. Voir un peu ce que ce V12 nous réserve. Pas de turbolag, pas de comportement bizarre, juste une montée en régime violente, mais propre. Et oui, c'est normal que tu sois collé à ton siège, tu viens de réaliser un 0 à 100 en 3 secondes 2. Attends. Avant d'aller plus loin, je veux te raconter un truc. Parce que ce que tu viens de vivre, pour certains, c'est seulement leur quotidien. Thomas Becher, un propriétaire qui l'utilise tous les jours pour ses allers-retours entre Cologne et Francfort, un jour, décide de l'amener en révision. Un truc banal. Les mécanos récupèrent les données, branchent le CU et bloquent devant leur écran. Le gars atteignait très régulièrement les 320 km/h pour aller à son taf. Oui, quasiment tous les jours. Mais en fait, ça résume tout. Parce que la F1 n'est pas seulement une vitrine technologique, c'est une voiture tellement bien conçue qu'elle pouvait être à la fois docile, utilisable et confortable, et capable d'envoyer la pâtée quand tu lui demandes. Voilà le vrai défi. Et voilà la vraie prouesse réalisée. Le carbone, le châssis, l'inconel, l'aéro sans aileron, tout ça n'est pas là pour faire joli, c'était pour créer une sensation. Et cette sensation, elle va bientôt entrer dans l'histoire. Sur route, très peu de clients auront jamais l'occasion de pousser leur F1 dans ses retranchements. Et pour McLaren, une chose est claire. Ce qui a été conçu sans compromis doit à présent prouver définitivement sa supériorité technique sur tous les plans. Parce qu'à ce niveau-là, les sensations ne suffisent plus. Il faut une démonstration.
Le 31 mars 98, McLaren se rend sur un lieu presque irréel. La piste d'essai privée d'Era-Lessien en Allemagne. 9 km de ligne droite, l'endroit parfait pour répondre à une seule question, jusqu'où peut vraiment aller la McLaren F1 ? La voiture utilisée n'est pas une version spéciale marketing, c'est un prototype de développement, un châssis XP5. Une F1 quasiment identique à celle livrée aux clients, seulement 2 ajustements, un régime moteur légèrement relevé pour permettre de prendre quelques tours supplémentaires et les catalyseurs retirés pour libérer totalement le souffle du V12. Au volant, un homme, Andy Wallace. Pilote britannique chevronné, habitué aux vitesses absurdes, il s'élance. Le V12 BMW hurle, la F1 s'allonge, s'écrase au sol, avale l'asphalte. La ligne droite défile, la vue des sapins s'accélère à une vitesse que l'œil a du mal à suivre. Et là, le chiffre tombe. Attends une seconde. Avant de te donner le chiffre exact, il faut que tu comprennes ce que ça représente. À l'époque, le record est détenu par la Jaguar XJ220, une supercar déjà considérée comme monstrueuse. La McLaren F1 ne le bat pas, il l'explose. 391 km/h, 37 km/h de plus que la Jaguar. That was quite fast that time. That was 391. D'ailleurs, la vitesse de ce record officiellement retenu est 386,4 km/h. Et ce record, il va tenir plus de 7 ans. Il ne sera battu qu'en 2005 par la Koenigsegg CCR, puis la Bugatti Veyron. Et bien résultat, 27 ans plus tard, elle détient toujours le record de vitesse pour une voiture de série atmosphérique. Et honnêtement, avec les normes de pollution, de bruit et de sécurité actuelles, il est fort possible que ce record ne soit jamais battu. Mais ce que personne n'avait vraiment anticipé, c'est qu'une voiture capable de ça ne pouvait pas rester longtemps hors des circuits. Il s'avère que la voiture la plus rapide du monde était aussi une sacrément bonne voiture de course. Mais dans leur vision interne, eh bien ce n'est pas vraiment l'objectif. Ron Dennis est catégorique, cette voiture ne courra jamais. Et Gordon Murray lui-même l'affirme, la F1 n'est pas faite pour la course. Mais avait-il réellement anticipé ce qui allait se passer ? Très vite, la pression monte, pas celle des médias, celle des clients. Et finalement, McLaren cède en 1995 avec la McLaren F1 GTR, adaptée pour la réglementation GT1 de l'époque. Et honnêtement, c'était un peu du bricolage intelligent. On allège la voiture d'une centaine de kilos, on monte un aileron fixe avec un petit arceau de sécurité et une seule journée en soufflerie pour lui donner un peu plus d'appui aéro. Oui, on est loin d'un programme à plusieurs millions d'euros. C'est donc 9 GTR de produites, non pas créées pour tout détruire, seulement pour satisfaire les clients et parier sur la perf de leur modèle. Et pourtant, attends, rappelle-toi tout ce qu'on a dit depuis le début. Fiabilité, équilibre, facilité de conduite, une voiture capable d'aller chercher le pain. Maintenant, applique tout ça sur une course de 24 heures. Dès ses premières courses, la F1 GTR écrase la catégorie GT1. Ferrari F40, Porsche 911 modifié, tout le monde prend une claque. Elle est tellement performante que cette McLaren F1 GTR se retrouve au départ des 24 heures du Mans de la même année. Engagée par des équipes privées ou semi-usines face aux prototypes officiels des plus grandes marques. Mais cette course est particulière. Déjà, la pluie commence à tomber, la nuit s'installe et là, la F1 est facile à conduire. Stable sous la pluie, fiable comme une horloge. Un pilote se distingue, JJ Leto, ex-pilote de F1, et sous la pluie, il enchaîne des relais tellement rapides qu'on doit lui demander de ralentir. Oui, de ralentir. Au petit matin, une McLaren F1 GTR est en tête, et après 24 heures, c'est la McLaren 59, pilotée par Yannick Dalmas, Manazori Secchia et JJ Leto, qui remporte la victoire au général. Mieux encore, 1er, 3e, 4e et 5e place. Pour une voiture qui n'aurait jamais dû courir. L'homme qui ne voulait pas voir sa création en course admettra plus tard que c'était sacrément spécial de gagner le Mans du premier coup avec une voiture de série contre des prototypes. Et il en garde d'ailleurs un petit regret, celui de ne pas avoir fait rouler la voiture gagnante jusqu'au Mans et de l'avoir ramenée sur route après la course. La McLaren F1 n'était pas une voiture de course, ce n'était pas non plus une voiture faite pour battre des records, et ce n'était pas non plus un coup marketing. C'était simplement une idée simple, poussée à l'extrême. Créer la meilleure voiture possible. Et quand tu fais ça, tu peux parfois changer l'histoire.
Les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si tu es encore ici, déjà un grand merci à toi. Et pour les plus curieux, déjà je m'excuse de mon absence, mais c'est un peu contre ma volonté. Pour être franc avec vous, j'ai fait un burn-out en août, donc impossible pour moi pendant les 4-5 mois qui ont suivi de me mettre derrière un ordi et donc de travailler sur une vidéo. Je le souhaite à personne, alors si j'ai un conseil à vous donner, faites attention à votre santé mentale, gardez-vous au moins un jour off de repos par semaine et prenez soin de vous.